Bonjour et bienvenue dans cet épisode du 9h du recruteur. Ce matin, nous allons aborder un sujet qui est fascinant, le recrutement et reconversion quand le sport de haut niveau rencontre l'entreprise. Le sport de haut niveau qui exige une discipline, une résilience et de la performance. Mais qu'est-ce qui se passe quand les athlètes quittent leur carrière sportive pour intégrer le monde de l'entreprise? Quelles perceptions, opportunités mais aussi défis surgissent dans cette transition? Pour explorer ces questions, nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir Mireille Blesse, qui après un long parcours de RH dans les grandes entreprises est aujourd'hui vice-présidente de Human Capital, experte des transitions professionnelles et notamment auteur du livre Le sportif de haut niveau, une richesse pour l'entreprise. Luc Mainfray, directeur du recrutement chez CPM France, avec une expertise quand même en innovation RH, sourcing de talent, plus de 500 recrutements par an, ainsi que membre du comité de direction de la Fédération française de hockey. Bonjour, enchanté, et c'est un grand plaisir de vous recevoir. Pour commencer, bonjour, merci Alexis, bonjour Mireille. c'est ce qu'on a pris l'habitude de faire pour 9h du recruteur, c'est que vous êtes RH, vous êtes dans le monde du RH, et pour vous présenter plus facilement, j'ai des questions de type RH à vous poser. Alors, Mireille, oui. Si vous deviez recruter un athlète, passé ou présent, pour rejoindre votre équipe, qui choisiriez-vous et pourquoi? Alors, il y a un nom qui me vient spontanément, qui n'est pas un athlète, mais un entraîneur. C'est en l'occurrence Arsène Wenger, parce que j'ai une grande admiration pour ce qu'il a fait. C'est quelqu'un qui aujourd'hui a plus de 70 ans, donc sur les débats des seniors, il montre l'exemple aussi. Il a arrêté sa carrière en tant qu'entraîneur de club, mais il est toujours à la fédération au niveau international et il fait toute la détection des talents à travers le monde. Mais en fait, c'est quelqu'un qui a capitalisé. Je me suis dit, c'est le top des RH quand je lis ce qu'il écrit et ce qu'il fait, parce qu'il a capitalisé toute sa vie à essayer de comprendre l'autre, déjà les gens, et à les faire progresser. Donc pour moi, c'est vraiment l'homme de développement RH par excellence. Voilà. Et si j'avais un athlète, si j'en ai un deuxième, ça serait, si j'ai le droit à un deuxième, je sais pas. Ça serait Kevin Mayer en décathlon, parce qu'en fait le décathlon c'est une discipline avec, comme son nom l'indique, 10 différentes spécialités, et que c'est quelqu'un qui est allé au bout dans chacune des disciplines pour essayer de s'améliorer dans chacune d'entre elles. C'est là où souvent dans le décathlon, on a des forces et on n'est pas au maximum dans chacune d'entre elles. Et il a vraiment fait le travail avec les athlètes au plus haut niveau dans leur discipline pour progresser. Et il a une méthode de travail autour de ça qui est juste impressionnante. Voilà. Merci. Luc? C'était super intéressant cette réponse de Mireille. Je vais partir dans cette direction aussi de proposer un manager plutôt qu'un athlète. Même si spontanément un athlète, ça m'aurait fait plaisir de travailler avec un joueur de hockey sur glace, mais c'est plus là un côté un peu mon côté un petit peu fan. C'était Claude Lemieux, un joueur de hockey québécois qui a eu beaucoup d'honneur dans le hockey. Voilà. Mais je vais effectivement rebondir un peu plus professionnellement et rester dans le Québec et dans le hockey sur glace. Il y a un entraîneur qui s'appelle Jacques Demers, voilà, que les hockeyeurs connaissent, puisque c'était l'entraîneur d'une grande équipe, les Canadiens de Montréal, et c'est la dernière fois qu'ils ont gagné la Coupe Stanley, donc les plus grands honneurs de la plus grande ligue. Et la particularité de ce gars, c'est qu'il a, pendant toute sa carrière, réussi sans se faire attraper, et parce qu'il avait en fait, on va dire, un petit secret, il était analphabète. Et il est devenu entraîneur et il a gagné la plus grande coupe hockey sur glace en étant analphabète. Et il a trompé tout son monde. Il a dévoilé ça pas dans sa biographie, mais tard dans sa fin de carrière. Et voilà, c'était son secret. Et c'est assez, quand on y repense, voilà. Donc il a gagné en 1993. C'était pas le Moyen Âge non plus. C'est pas tout jeune. Malheureusement, pour les Canadiens de Montréal, ils n'ont pas gagné depuis. Mais voilà l'histoire. Jacques Demers, effectivement, je pense que ça revient dans ce qui nous anime, c'est essayer de voir au-delà du CV ce qu'il y a chez un candidat.
Eh ben, merci. Je trouve que ces réponses sont très intéressantes. Et moi, si je peux me permettre d'en proposer un aussi, et ça fait un peu écho à ce que vous me proposiez, c'est Billy Bean. Si vous connaissez Billy Bean, qui a notamment donné lieu au film Le Stratège, qui est donc cet entraîneur de baseball qui a remonté toute la ligue en prenant simplement des meilleures personnes aux meilleures positions et Excellent ça. qui a été le premier en fait à se nourrir de données pour améliorer son équipe et l'amener en première ligue et en grand championnat. Mais en tout cas, merci. J'ai pris des notes. Hein. J'irai voir ces personnes. Avec un budget Inspirant. contraint, Billy Bean, parce que c'était ça Ah le ben cahier. c'était absolument. De 300 000 dollars, contrairement 5 millions de ses confrères consoeurs. Dernière question, qui va ramener un peu vers vos métiers. Quelle qualité essentielle des sportifs de haut niveau vous inspire le plus dans votre travail? Mireille. Alors, il y en a plein. Quelle qualité, c'est au pluriel ou au singulier? Comme je veux. En l'occurrence, il y a pour moi, il y a le sujet de l'amélioration continue, parce qu'en fait, quand on veut gagner au plus haut niveau, on est constamment en train de travailler sur sa progression. Et donc, c'est quelque chose qui est ancré dans leur mode de fonctionnement, et qui rejoint un autre sujet qui est celui de la gestion de l'échec, ou l'échec, alors il y en a d'autres qui l'ont dit, hein, Mandela ou d'autres, où l'échec, c'est pas un échec, c'est un mode d'apprentissage, et ça c'est extrêmement utile dans une période parfois un peu tristoune qu'on a aujourd'hui. Cet état d'esprit de dire je veux continuellement m'améliorer et j'apprends en permanence, c'est quelque chose d'essentiel dans les entreprises. Donc ça serait les 2 points. Après il y en a plein d'autres. Effectivement, le rapport à l'échec qui est quand même, à mon avis, crée un mental auprès de ces sportifs, quoi. Luc. Moi, je vais enfoncer des portes ouvertes. Tu me prends un peu au dépourvu, mais je dis le courage, l'abnégation. Mais j'oublie pas aussi que la plupart des athlètes ne sont pas révélés aux yeux du grand public ou n'ont pas forcément beaucoup d'honneur. Donc, je crois que l'humilité, au final, chez les gens qui ont réussi des grandes choses, ça reste ce qui m'impressionne le plus. L'humilité. Moi, je trouve que c'est effectivement quelque chose d'assez fort. Et Mais voir sur les sportifs ouais, ou les JO quand on voit ces athlètes qui se présentent. J'ai beaucoup aimé la réponse de Mireille. Et c'est vrai qu'on maintenant c'est un petit peu galvaudé puisqu'on tend le micro à tous les athlètes pendant, après les matchs, les compétitions, etc. Et il y a quelque chose qui commence à ruisseler de ces prises de parole et qui est très utile dans l'entreprise. Et c'est dur. C'est essayer de pas tout contrôler. Et ce qu'on peut pas contrôler, il faut passer outre. Et c'est souvent dans le sport, il y a des choses, des faits de jeu ou des contextes qui fait que la meilleure équipe n'a pas forcément gagné le match. Et il faut réussir à s'en remettre en fait. Et ça, c'est une belle leçon. Et quand c'est à répétition, à compétition après compétition, je pense que ça forge une personne. Non, et effectivement, et du coup, ce qui va m'amener à un chiffre que j'ai vu. Effectivement, où ça va pouvoir parler un peu d'humilité, un peu d'échec et sur autre chose. Plus de 60% des athlètes qui ont participé aux Jeux Olympiques vivent des épisodes de dépression dans les mois qui suivent leur compétition. Alors, Mireille, qui est quand même, vous avez cherché ce sujet, vous avez travaillé sur le profil de ces joueurs de haut niveau. Pourquoi cette transition est-elle si difficile et quand les entreprises peuvent-elles offrir un environnement propice pour aider ces talents à se stabiliser? D'accord. Donc là, il y a effectivement plusieurs questions. Alors, la première dépression, déprime, coup de blues, etc. Je le comparais, je sais pas si l'image est bonne, mais je le comparais au blues postpartum de la femme enceinte. Après la naissance, on est sur la même chose, mais multiplié c'est-à-dire avec un effet multiplicateur important. Pourquoi? Parce qu'on est face à des gens qui se sont entraînés pendant des années au
au plus haut niveau, donc avec ce que ça veut dire en termes au plan hormonal, hein, endorphine, adrénaline. Bon, je vais pas entrer dans la physiologie, mais des éléments liés hormonaux, on va dire, qui font qu'à un moment donné, le simple fait même de diminuer, parce que en principe, il s'arrête pas directement, mais de rentrer dans quelque chose de plus classique, on va dire, modifient leurs paramètres hormonaux, et du coup on se retrouve avec le même sujet en fait que ce que peuvent connaître les femmes après un accouchement. Donc c'est quelque chose qui est réel, hein, qui est connu. Il y a eu des enquêtes de l'INSEP sur ces sujets-là, et donc alors je dis pas que c'est bien accompagné aujourd'hui, mais en tout cas ça correspond à une réalité. Alors quand on discute avec eux, alors il y a un terme que j'aime pas du tout, qui est celui de la petite mort, parce que je crois pas que ça soit le très approprié, mais en tous les cas, il y a mécaniquement un certain nombre de choses qui se passent qui font qu'il faut le savoir et l'accompagner. Ça veut dire aussi que dans les entreprises, il faut gérer ça s'ils rentrent directement après une médaille, à la fin de leur expérience sportive, s'ils rentrent en entreprise, c'est des choses qui vaut mieux savoir en tant que RH. Après, ils ont une telle foultitude de qualités que c'est un élément parmi d'autres, hein. Quand on sait le nombre de salariés aujourd'hui qui ont des sujets mentaux, hein, c'est quand même, je veux dire, c'est pas spécifique. Enfin, ça existe dans le sport de haut niveau, comme ça existe dans le reste des entreprises. Alors, ce qui est important, il me semble, pour les intégrer, moi, les constats que j'ai faits en échangeant avec eux, c'est que c'est déjà des gens qui sont très, ce qu'on appelle en anglais straight to the point. Enfin, ils sont très focus sur les objectifs, sur ce qu'ils ont à faire, etc. Et c'est des gens qui posent énormément de questions. Donc, ce qui veut dire qu'il faut peut-être pas un chatbot, mais en tout cas, il faut quelqu'un en face qui soit en capacité de gérer en fait et de répondre à leurs questions. Ça c'est un premier sujet. Il y a le sujet de la récompense, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont habitués effectivement à ce qu'on mette en évidence les résultats. Donc, je pense que réfléchir à ces systèmes d'évaluation, voir comment on a fonctionné dans l'organisation sur des sujets d'évaluation, avoir un suivi continu. Moi, j'ai un jour intégré un ancien footballeur professionnel dans mon équipe, par exemple. En fait, quand je partais à l'étranger plusieurs jours, je m'apercevais que, je peux dire qu'il déprimait, mais enfin, ça allait pas. Et en fait, je le voyais tous les matins dans mon bureau, il venait me dire bonjour, en fait, mais c'est parce qu'il avait besoin que je lui donne les consignes de la journée. Il faut savoir que très souvent, ils ont eu des entraînements où ils ont eu des consignes régulières, et donc le mode de management doit être quand même, je dirais, on est dans un management de proximité, où en tous les cas, il faut accompagner. Alors, soit on met un coach si on est en complément, enfin, il y a différentes façons de faire, mais en tous les cas, ils ont besoin d'un suivi extrêmement régulier, au moins dans les premiers temps, et ça, c'est quelque chose que l'organisation doit prendre en compte. Après, il y a plein d'autres sujets, voilà. Il y a la récompense, l'évaluation, et puis la réponse aux questions, on a déjà les premiers pas pour que ça se passe bien. Et puis c'est peut-être des profils aussi de personnes qui ont connu ça très très jeunes. Donc dès enfant, c'est un peu leur éducation qui fait que ils se retrouvent à 32 ans, ils continuent à être un peu maternés, ou en tout cas encadrés, et il faut accompagner. En l'occurrence là, effectivement, c'est des jeunes qui rejoignent des centres d'entraînement à 12 ans, 13 ans, 14 ans, donc qui ont l'habitude d'avoir un entraîneur derrière eux chaque matin, des programmes très organisés aussi. Pour ils ont un programme de travail très précis, donc ils ont un accompagnement très précis. À l'inverse, j'ai souvenir par exemple d'avoir recruté un jour un ancien pompier. Les pompiers, ils sont en attente si je dois prendre un peu l'inverse, ils sont en attente de l'urgence, et un pompier, il est capable de rester, alors sans vouloir généraliser, mais on lui a appris à rester, à attendre et à rien faire jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose qui nécessite de répondre dans l'urgence. Et j'ai souvenir d'avoir dû mettre au travail un jour un pompier de manière régulière. C'est un peu l'inverse en termes de fonctionnement. Donc il faut pas sous-estimer
le mode de vie antérieur et ce que ça implique. Ça veut dire, ça implique quoi d'être sportif de haut niveau? C'est gérer un agenda très précis, c'est avoir des routines, des sujets de suivi extrêmement précis. Et donc, ça impacte le mode de fonctionnement. Et quand ils arrivent en entreprise, c'est des choses qu'il faut savoir. Merci. C'est aussi, Et effectivement, c'est très... Luc. Je voulais rebondir sur le pompier, parce que ça me fait penser quand même aux doses d'entraînement que le grand public ou que les spectateurs peut-être ne voient pas dans les bonnes proportions. Il y a de plus en plus de chaînes de télé et de reportages qui sont capables maintenant de montrer l'envers du décor. Ça a commencé avec Les yeux dans les bleus et de plus en plus on a des émissions comme ça qui décryptent. Et donc le grand public commence à le savoir, parce que quand on n'est pas passé par là, on n'imagine pas en fait la dose de travail et de frustration, puisque dans le sportif de haut niveau, il y a aussi l'échec, il y a aussi les blessures, il y a aussi la deuxième place qui ne vaut rien, etc. Donc chez le futur collaborateur issu du sport de haut niveau, il y a de l'envie de gagner, ça c'est certain. Alors pour certains, comme disait Mireille, il faut quand même qu'ils soient très accompagnés. Mais il y en a d'autres aussi qui se prennent par la main. Je pense à tous les sports de grande rigueur, très ingrats, qui demandent des doses d'entraînement, d'endurance, d'application. Bon, en plus, c'est pas souvent des sports qui sont très reconnus, mais je pense qu'ils sont. C'est des sports qui donnent des fondamentaux d'une grande solidité. Alors, merci Luc, effectivement. Et puis je pense qu'il y a même peut-être une différence à faire entre un sport individuel et un sport collectif aussi sur un profil. Et j'ai une question pour Mireille. Sur vos... J'aurais quelque chose à dire là-dessus. Vas-y Luc. Alors, je ne sais pas si on a eu la même pensée au même moment, Mireille, sinon il faut qu'on monte un team quand même. Donc, dans le recrutement, je ne sais pas si vous avez entendu ça, depuis quelques jours, ça s'écrit, ça se répète. À propos des biais cognitifs, il y a une punchline qui dit « attention de ne pas se faire biaiser ». Et voilà, c'est quelque chose c'est la phrase choc, et je trouve qu'elle est bien parce qu'on est tous remplis de tout ça, et il y en a une qu'on entend souvent quand on est sur des CV, quand on est sur du recrutement et qu'on l'associe au sport, c'est lui, il est bien, il a été capitaine d'une équipe de rugby. Ça, c'est le profil type qui va s'intégrer dans l'entreprise, qui va devenir le capitaine, qui va devenir le leader, qui va embarquer tout le monde et qui va faire réussir. Donc, bon, je dis méfiance. Il y a sans doute des super capitaines de rugby. Il y a aussi 14 autres joueurs dans une équipe de rugby. Et sans les 14, il n'y a pas de 15e. Et c'est valable pour tous les numéros. Donc ça, c'est très chouette dans le rugby. Effectivement, il y a des grands, des petits, des lourds, des rapides. Donc, les valeurs du rugby, on les encense. Et dans l'entreprise, bien sûr, il y a plein d'exemples. Et on aurait pu en citer tout à l'heure des super managers qui sont devenus des super êtres humains, collaborateurs, managers, ou en tout cas des très beaux professionnels. Donc, il n'y a pas de problème avec les valeurs du rugby. Mais c'est attention à ne pas enfermer systématiquement le CV, parce que voilà, il a fait du rugby, donc c'est une garantie qui va s'intégrer dans l'entreprise. Je ne sais pas si tu pensais à ça, Mireille. En fait, moi, je voulais réagir sur sport collectif, sport individuel, parce que, en fait, même dans les sports individuels, les gens réussissent avec une équipe. On réussit pas tout seul. Donc, il y a forcément des gens autour de soi. Et pour reparler de mon livre, quand je l'ai écrit, je voulais en fait travailler, je veux dire, sport par sport, mais je pense que dans 10 ans, j'y serai encore, sport par sport sur les compétences liées à chacun des sports. Donc, j'ai fait des segmentations, j'ai essayé de réfléchir à ça, mais je me suis surtout rendu compte que, enfin, les segmentations que j'ai fait, je me suis dit, typiquement, et les gens le comprendront, entre un sport de chronomètre, par exemple, et un sport à points, on va développer des compétences qui vont être différentes. C'est-à-dire que sur un chronomètre, on est sur le résultat pur de je vais plus vite. Sur un sport de points, il y a un besoin
de plaire à un jury, de satisfaire des critères qui vont être esthétiques, par exemple, et donc on va être sur une relation dans la communication qui va être très différente d'un sport à points. On s'aperçoit aussi que selon les sports, on va avoir un début de sport beaucoup plus tôt, beaucoup plus tardif. Je pense notamment à des choses en gymnastique. Donc, quand on commence à 8 ans et que l'âge moyen des gens au plus haut niveau est 16 ou 17, ça va pas être la même chose que dans des sports où ça va être 10 ans plus tard. Donc, l'impact aussi du sport sur la manière dont la maturité se passe ou de la durée du sport va être importante. Dans les segmentations que j'ai fait, je l'ai pas fait dans le livre, mais j'ai réfléchi après. Il y a le niveau de risque du sport, c'est-à-dire il y a des sports, je vais dire le ski, où quand les types s'élancent sur la piste, ils risquent leur vie, clairement. Quand vous faites de l'athlétisme, par exemple, vous risquez beaucoup moins votre vie, ou quand vous faites d'autres ou du hand ou autre chose, le risque est bien moindre. Et donc la gestion du risque selon le sport va aussi être de nature différente, etc. Et les exemples sont multiples. Donc en fait, c'est très difficile de se dire il a été sportif de haut niveau, donc il a telle ou telle caractéristique. Il y a des sports de haut niveau de nature très différente qui amènent à certaines caractéristiques des individus qu'on peut développer. Et puis, il y a les dénominateurs communs du sport qui vont être effectivement l'humilité, la gestion de l'échec, la façon de se dépasser, le fait de rêver. Ça va être aussi une hygiène de vie. Enfin, il va y avoir plein d'éléments qui font que pour arriver au plus haut niveau du sport, l'organisation, enfin bref, il y en a tout un tas et qui là vont être des dénominateurs communs entre les sports. Voilà. Ouais. Moi, j'aime bien celui de la tolérance à la frustration, qui est quand même un vrai sujet dans l'entreprise, voilà, auquel le sportif est très souvent confronté. Alors j'ai pas son nom, mais vous avez sans doute suivi les Jeux para et on a un Français, je crois, en 400 mètres, déficient visuel, donc il courait avec son guide. Il était à ses troisième Jeux et donc c'était en France, donc forcément c'était ses Jeux. Mais les deux derniers Jeux auxquels il a participé, donc c'est 12 ans de travail, il a été disqualifié. Donc on s'entraîne pendant 4 ans. On va à l'autre bout du monde, en l'occurrence Rio et Pékin, je crois, avant Paris, c'était ça dans l'ordre, Tokyo. Mireille Tokyo, pardon. Et donc voilà, c'est pas à côté. Donc on imagine les efforts, l'implication. Je pense trouver aussi des subventions pour réussir à s'entraîner, à vivre, peut-être même payer son voyage. Partir avec son guide à Rio et à Tokyo, et puis revenir disqualifié. Et le lendemain, il faut retourner au boulot, il faut retourner à l'entraînement pour préparer les Jeux de Paris. Et finalement, aux Jeux de Paris, il fait une médaille. Waouh, quoi. Je veux dire, quand on est passé par là, bon, ça. Alors, il y a plein de gens qui font plein d'exploits aussi au quotidien sans faire du sport de haut niveau, mais je trouve que la tolérance à la frustration, c'est quelque chose qu'on voit moins que l'envie de gagner, en fait, mais qui est aussi importante sans doute. C'est-à-dire que si on était sur si on prenait un disque par exemple ou sur des outils psychométriques, en fait les sportifs ils seraient étalés sur toutes ces formes de personnalité. En fait, ils sont tous uniques dans leur genre, ils sont tous différents, et c'est sûr que ces personnes qui ont peut-être plus cette qualité de résilience, d'abnégation et de subir des chocs émotionnels assez violents, quoi. Mais qu'est-ce qui pourrait être un peu un programme, ou en tout cas des innovations qui permettraient à des sportifs aujourd'hui, pour demain, de se sentir plus à l'aise? Un accompagnement peut-être plus psychologique? Est-ce que ce serait du coup une compréhension? Parce que j'aimais bien ce que Luc disait sur le biais cognitif, effectivement, où en fait on imagine que sportif de niveau égale exceller, s'adapter, performer. En fait, non. Et c'est plutôt des travails d'équipe. Donc, comment on peut mieux comprendre, entouré par un programme ou par une innovation, des sportifs aujourd'hui? Mireille? Alors, il y a pas mal de choses qui ont été mises en place, notamment du fait des JO de Paris et dans l'accompagnement, alors tant financier que autre. Je pense que, encore une fois, c'est très difficile de donner un programme qui correspondrait à tous. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a
par exemple, je pense, enfin là, j'ai vu les gens d'Institut Polytechnique, enfin, de l'Université Polytechnique de Lille, ils sont en train de travailler sur quelque chose qui me semble intéressant, c'est Nord-Pied, enfin je crois que c'est Lille, enfin, une licence pour des sportifs qui les amènent finalement à travailler sur leur récit de vie. Et en fait, le constat que moi j'ai pu faire quand j'ai travaillé sur les, les médaillés olympiques, donc de Rio et de Sydney, c'est de m'apercevoir qu'en termes d'études, il y en avait un certain nombre qui faisaient des études hors sport. En l'occurrence, on avait 60, enfin pour Sydney c'était 62% et pour Rio c'était 60% qui faisaient des études hors sport, et que in fine, ils étaient en gros entre 24 et 27% à travailler hors sport à la fin. Et l'enjeu, c'est de les intégrer dans les entreprises et de les faire venir vers l'entreprise. Et pour ça, c'est de leur faire comprendre, leur faire mettre en évidence ce qu'ils ont fait pendant leurs années sportives, qui leur permettent de se mettre en avant dans les entreprises et de s'intégrer dans les entreprises, parce qu'ils n'ont pas en fait les codes de l'entreprise. Et il se trouve que dans ce que fait justement Polytechnique Lille, là, c'est de les faire travailler pendant leur licence. En fait, c'est une espèce de VAE inversé où ils les font travailler sur leur récit de vie et où ils les font travailler sur finalement l'agrégation de tout ce qu'ils ont pu apprendre au fil de leur parcours sportif. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant, parce que des fois on dit ah oui, mais leur double projet professionnel, projet personnel, etc. C'est un truc, là en France, on parle tout le temps du double projet. Et en fait, le sujet, c'est pas le double projet, c'est comment le projet initial de sport vient capitaliser pour aider à poursuivre après le sport. Et ça me paraît extrêmement important. Alors, est-ce qu'il faut faire un diplôme, une VAE de sportif de haut niveau en mettant en évidence des choses qu'ils ont pu apprendre quand des jeunes, parcourent le monde, par exemple, pour faire des compétitions, par exemple, à mon sens, ils sont tout à fait capables. On peut les comparer à des stages d'école de commerce de 6 mois où on les envoie à l'étranger, etc. Ils auront appris autant à travers leur parcours sportif. Donc, pourquoi les renvoyer refaire des formations, on ne sait pas trop pourquoi, si de toute façon, ils intègrent pas l'entreprise derrière, parce que c'est ça le sujet. Donc, en fait, c'est comment on leur apprend à intégrer l'entreprise en sachant verbaliser, comment utiliser les mots-clés nécessaires aujourd'hui dans les applicant tracking systems, enfin, ce genre de choses, ils sont extrêmement loin de tout ça, quoi. Voilà. Il y a une phrase d'un ancien président de la fédération, qui est aujourd'hui président de la Fédération internationale de hockey, qui nous disait toujours, ce qu'on a créé la Fédération de hockey sur glace indépendante. Faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et je pense que dans le recrutement, le sujet clé, c'est l'épanouissement. Alors, dans l'entreprise, le sujet clé, c'est l'épanouissement. Et dans le recrutement, c'est être capable de le détecter. Et ça, voilà, dans le sport, on le dit, hein, l'abnégation, etc., c'est toujours plus facile quand on aime son sport, quand il y a une carotte, quand il y a une passion, il y a quelque chose qui nous anime, il y a un vrai moteur qui aide à se lever le matin. C'est pas forcément le cas dans l'entreprise, mais il faut réussir à le détecter. C'est le recrutement prédictif. Ça me paraît être la clé du succès, et de savoir qu'est-ce qui va faire que le collaborateur va s'épanouir dans cet environnement, et qu'est-ce qui fait que l'entreprise va être un bon endroit pour l'épanouissement du collaborateur. La compatibilité entre les deux. Il y a une chose qui est sûre, c'est que la passion, le plaisir, c'est ce qui les anime tous les jours pour s'entraîner. Il y a par exemple un tas de méthodes pour qu'ils aient un petit kiff ou un gros kiff chaque jour pour pouvoir continuer, parce que si vous n'avez pas un kiff tous les jours, au bout d'un moment, quand vous faites 5 heures de piscine par jour ou ce genre de choses, vous y allez plus, par exemple. Et la question, c'est comment retrouver en entreprise ces kiffs. Quand j'échange avec certains d'entre eux, pour avoir eu l'occasion de le faire, ils me disent, mais Mireille, en fait, qu'est-ce qu'on va aller faire en entreprise? On retrouvera jamais l'adrénaline ou le plaisir qu'on a eu sur les podiums, etc. Et en fait, il faut les convaincre qu'il y a d'autres choses à faire dans leur vie et qu'ils peuvent pas vivre juste sur le souvenir de ce qu'ils ont fait sur un podium un jour ou plusieurs fois dans leur vie. Et l'enjeu de comment retrouver un autre plaisir dans autre chose est absolument essentiel. C'est aussi pour ça que souvent ils restent dans le sport, parce que voilà, d'abord ils transmettent, donc il y a une forme de facilité, de plaisir aussi à transmettre, puisque c'est
dans la seniorité, c'est quelque chose qui revient chez l'être humain, Mais, cette mais, envie mais, de mais transmettre. pourquoi? Mais c'est la facilité aussi de rester dans son environnement et puis de quand même toucher encore un petit peu à l'adrénaline par procuration. Oui, mais ouais, je vois que l'heure est finie, mais dans les L'heure stages, est finie. ouais, Mireille, allez. les derniers mots. Oui, non, mais ce qui est intéressant, c'est que dans les stages de management, beaucoup d'entreprises font intervenir des sportifs de haut niveau. Et en fait, après, on les retrouve pas dans l'entreprise. Donc, tout le travail qu'on a en entreprise, c'est de générer ce gap-là en disant s'ils font rêver quand ils viennent s'exprimer, continuons de faire rêver en les intégrant dans les organisations, en fait. Donc c'est sur ces mots qu'on va conclure, que je vais me permettre de conclure. J'ai pris mes petites notes, parce que j'aime bien prendre mes petites notes. En tout cas, c'était un réel plaisir de vous entendre tous les deux. Mireille, c'est passionnant. Luc, en tout cas, c'était un plaisir de vous suivre tous les deux. Et ce que j'ai pu noter, c'est que le sportif de haut niveau est un profil à encadrer. À encadrer, à pouvoir répondre à ses questions, à pouvoir l'encourager à le prendre par la main et s'assurer de sa bonne place. Deuxième chose, c'est que on a des biais cognitifs et qu'il faut savoir aussi casser un peu cette image et réussir à s'adapter et à comprendre la personne qu'on a en face de soi et où est-ce qu'il va pouvoir s'implanter dans cette équipe. Et du coup, pour finir, c'est comment on va pouvoir lui trouver du kiff, pour reprendre les mots de Mireille, et pouvoir trouver cette passion et cet enthousiasme qu'il a au fond de lui pour qu'il trouve du plaisir à l'endroit où il est, avec ce challenge qu'il aura à avoir, et puis qu'il retrouve un peu ses émotions et peut-être l'environnement qu'il ait pu connaître dans sa vie de haut sportif. Merci beaucoup Merci. Mireille, merci Luc, c'était vraiment Merci un à grand tous. plaisir. Et j'espère à bientôt pour de nouvelles aventures comme celle-ci et de grands sujets. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Merci. Merci à Bonne vous. journée. Merci.